L'ambiguïté procure un étrange réconfort. Se tenir au seuil, entre deux lieux de transition. On a l'impression de revivre des moments nostalgiques du passé tout en regardant vers l'avenir. Il faut cependant faire très attention. Nous ne sommes jamais vraiment seuls. Il y a des choses qui ont faim, dans les endroits sombres et dans l'angle mort de la vision de l'homme. Des créatures étranges et des mystères vous guettent, et le fait de tomber au mauvais endroit, au mauvais moment, peut vous mettre sur la voie du malheur. Prenez vos lampes de poche, enfilez votre veste usée de votre dernière mésaventure et tentez une ultime exploration des lieux liminaux. Mais attention, la violence est parfois une solution tentante, mais rien ne dit que vous allez survivre d'un affrontement direct avec ce qui se cache au-delà du voile. Bien que ces lieux recèlent un grand pouvoir, tous les mystères ne peuvent pas être résolus et tout le monde ne peut pas être sauvé. Par-dessus tout, gardez en tête qu'il y a des destins bien pires que la mort. Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques. Enfin, aujourd'hui, c'est l'heure. Je vous parle de Liminal Horror et de sa version francophone que je publie moi-même. Horreur liminale, enfin. Ouh, c'est maintenant, c'est là que ça se passe. Je suis comme stressé. On dirait que je suis plus stressé que d'habitude de faire cette vidéo parce que ça m'implique un point un peu plus important que d'habitude. Aujourd'hui, on parle d'horreur liminale. Grosse vidéo sur un projet sur lequel je planche depuis presque 2 ans. Mais avant d'aller plus loin, eh bien, je pense que c'est important de mentionner comment est-ce que cette vidéo-là, votre scindé, si jamais vous avez envie d'avoir accès à certaines informations spécifiques, eh bien, vous pouvez sauter d'une section à une autre. La première partie de cette vidéo, celle que vous écoutez présentement, portera sur la présentation du jeu. Ses mécaniques, ses particularités, tout ça. La seconde partie, on va plus parler de l'accès du jeu, mais aussi également de la campagne de sociofinancement pour la version physique de celui-ci. Et finalement, la dernière section parlera plutôt de l'avenir dans le temps, que nous réserve Horreur Liminale dans un futur pas si lointain. Vous êtes prêts? Eh bien, on se lance. Horreur Liminale est un jeu d'horreur moderne aux règles légères et adaptables. Il met en scène des personnes ordinaires et leur lutte contre les horreurs tapies dans l'angle mort de l'espèce humaine. Le jeu se concentre sur l'investigation. Ça mêle des règles simples, inspirées des jeux old school aux principes narratifs et des gammes modernes. La survie n'est pas garantie et ceux qui échappent en fait à la mort sont souvent changés à jamais. Horreur Liminale n'est pas un jeu qui consiste à résoudre des mystères, mais plutôt à y survivre. Ainsi, on a accès aux informations qu'on recherche. L'histoire va toujours avancer. Dans sa prémisse, le jeu aborde les espaces liminaux. Et là, les espaces liminaux, pour plusieurs d'entre vous, si vous n'êtes pas un crackpot comme moi et que vous n'avez pas cherché en ligne plein de définitions, vous ne savez peut-être pas qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça représente. C'est très moderne, c'est très concret, c'est très... on s'entend, c'est très aussi à l'ère numérique, à l'ère du VHS, à l'ère de ce qu'on peut voir de nos yeux, même percevoir via une lucarne ou même une vitrine. Mais j'ai fouillé ici et là, j'essaie de trouver une définition un peu neutre, un peu générique de qu'est-ce que ça pourrait être, comment est-ce qu'on pourrait définir un espace liminal. Et j'ai trouvé un exemple en fait que j'ai trouvé sur Internet, super intéressant, que j'ai traduit en français. Et il se lit comme suit. Imaginez une salle de classe, la salle de classe de votre enfance. Vous l'imaginez certainement de jour avec la lumière du soleil qui entre par les fenêtres et les enfants qui se dirigent vers leur bureau. C'est dans cet état que l'on imagine la salle de classe, dans sa raison d'être, comment est-ce qu'elle est. Imaginez maintenant que vous vous faufilez dans votre école, tard le soir, et que tout est vide, et plus rien. Il est presque étrange de voir la même salle de classe de nuit, dans un contexte totalement différent. Soudain, on lui a volé sa fonction habituelle. Elle n'est plus qu'une salle, mais pas tout à fait. Elle vous semble désormais étrange, énigmatique, mais à la fois familière. Une architecture sans but d'un autre monde. Le lendemain, cette salle serait revenue à la normale, comme à l'habitude, dans son état par défaut, avec les enfants et les bureaux. Elle redevient une véritable salle de classe. Mais cette phase intermédiaire dans laquelle elle se trouvait lorsque vous l'avez visitée la nuit, c'est une phase liminale. C'est une phase de transition.
Les espaces de ce type présentent souvent des caractéristiques inquiétantes, comme le fait d'être hors du temps et de l'espace. C'est ce qu'on appelle les espaces liminaux. Il en va de même pour, par exemple, un centre commercial abandonné, une cabane envahie par la végétation ou une piscine dont l'eau a disparu. Ainsi, Horreur liminale vient mettre l'emphase sur l'horreur dans cette impression de familiarité, mais également d'inquiétude. Les lieux liminaux sont des endroits dangereux, sont des endroits, des demi-plans, des demi-réalités dans lesquels on peut se perdre, dans lesquels on peut mourir ou encore pire, devenir, changer à jamais. C'est un peu la prémisse thématique d'Horreur liminale. Vous voyez ici, j'ai la version de base, j'ai la version un peu, comment je pourrais dire, la version Investigator. C'est comme un peu le module, la version la plus à jour qui est disponible sur Internet. Et ici, j'ai la première mouture qui était publiée, Liminal Horror, écrit en tout petit en haut à gauche, la version anglaise, bien entendu. Cependant, là où la beauté du jeu, c'est que ce dernier n'est pas limité au cadre des espaces liminaux. C'est le cadre un peu par défaut. Mais il est tout à fait possible de jouer à Horreur liminale en mode slasher, en mode investigation occulte des années 20, en horreur cosmique, en horreur de la science-fiction, quelque chose qui se déroule sur une station spatiale un peu à l'ambiance d'Alien. Bref, les mécaniques de jeu sont modulables à souhait, et de ce fait, bien, le jeu est devenu un peu mon ouvrage de prédilection lorsque je désire me lancer dans des courtes campagnes ou des one-shots horrifiques. C'est pour ça en fait que c'est devenu un peu mon dada et que maintenant je m'occupe de la version francophone du jeu avec l'apport et la bénédiction en quelque sorte de l'auteur original, Goblin Archive. Ce qui nous amène justement aux mécaniques d'Horreur liminale. Côté format, c'est à quoi ça peut ressembler? Bien, c'est une structure classique, on s'entend, entre facilitateur, le meneur de jeu, et les joueuses et les joueurs. C'est une mécanique directe qui s'inspire en bonne partie du système de jeu de Cairn, qui est foncièrement OSR dans la résolution de ses actions et dans sa présentation. Cependant, je ne crois pas que vous n'avez pas, dans le fond, si vous avez une certaine répulsion pour le genre OSR, je ne pense pas que vous devez arrêter pour autant votre écoute. Je vous explique un peu le tout pourquoi, parce que selon moi, les mécaniques OSR qui sont priorisées dans ce contexte-là d'horreur liminale sont thématiquement, en fait, sont mécaniquement, elles sont très fortes et elles concordent très bien avec le genre horrifique au sens large. Les règles sont simples et rapides. Le tout tient en fait sur une seule page pour l'ensemble, on va dire le plus important des règles. Il y a 3 attributs de base. La force, la dextérité et le contrôle. La force pour être fort, la dextérité pour être agile et le contrôle pour pouvoir être un peu plus sûr de soi, à une certaine volonté, être capable de résister mentalement à des attaques et autre chose de ce genre. Lorsque les joueurs doivent faire une sauvegarde, ils lancent leur jet et doivent avoir égal ou en dessous de leurs attributs. S'ils ont égal ou en dessous, ils réussissent l'action qu'ils souhaitaient entreprendre. Il faut qu'il y ait un certain danger, il faut qu'il y ait un certain risque. Pour les combats, il n'y a pas de jet de toucher. Les dégâts sont infligés automatiquement. Il n'y a pas de compétences non plus, parce que ça demeure OSR, mais les personnages possèdent un historique, un background qui leur permet d'avoir une certaine expertise dans un domaine précis. Ce n'est pas spécifiquement mentionné dans la version anglaise du jeu, mais dans la version française, j'ai pris sur moi l'initiative de mentionner que l'historique d'un personnage peut octroyer un certain avantage lorsqu'on accomplit une action dans laquelle le dit personnage pourrait être bon. Pour la création de personnage, vous devez lancer vos 3 attributs et choisir où lancer l'historique, le background de votre personnage. Qui est-il? Que fait-il? D'où vient-il? Vous êtes libre de choisir également, ou encore une fois de lancer, c'est spécifié dans les règles, à travers une série de tables qui aident à construire, à peaufiner votre personnage, afin de lui donner une certaine forme, des motivations, savoir un peu ça a été quoi son premier contact avec l'étrange, c'est quoi ses relations avec les autres personnages autour de la table, c'est quoi ses traits physiques et même mentaux, ses qualités, ses défauts. Comme c'est souvent le cas dans les jeux sans compétences, comme plusieurs jeux OSR, il y a un certain détail qui est donné pour les objets. C'est important. L'équipement a une certaine importance.
Ainsi, le jeu dispose d'un système de poids en fait, basé sur des emplacements, un peu comme le jeu de rôle de Mouse Ritter, ce qui signifie que vous devez réfléchir attentivement aux pièces d'équipement que vous emportez sur le terrain lorsque vous vous lancez dans une mésaventure. Vous avez un maximum de ce que vous pouvez transporter sur vous, et chaque pièce d'équipement possède un poids, ou des fois le double si c'est quelque chose d'assez encombrant, ou même peut-être aucun si c'est quelque chose qui est très petit. Les personnages possèdent ce qu'on nomme des PP. J'avoue que c'est drôle à dire comme ça, mais c'est vraiment le terme que j'ai trouvé le plus intéressant pour expliquer des points de protection. Ce ne sont pas des PV, ce ne sont pas des points de vie. Il faut voir les PP comme un second souffle. C'est votre endurance avant la blessure. Lorsque les PP tombent à zéro, les dégâts supplémentaires que vous recevez viennent impacter les caractéristiques, vos attributs. C'est par exemple votre force si ce sont des dégâts physiques, le contrôle si ce sont des dégâts mentaux, et la dextérité si ce sont des dégâts plus circonstanciels ou plus en lien avec l'épuisement, le déplacement. Donc vous comprenez que plus vous mangez des dégâts, plus vos caractéristiques baissent, et faisant ainsi que vous avez un peu plus de difficulté à accomplir certaines actions, parce que vos caractéristiques sont directement en lien, ou directement liées plutôt, avec vos probabilités de réussite aux différentes actions que vous souhaitez faire. Une fois zéro, les PP, en fond, vont remonter quand même assez vite. À partir du moment où vous pouvez réellement reprendre votre souffle, allumer une cigarette, vous asseoir sur un banc de parc, bref, c'est juste respirer un peu. Les caractéristiques, cependant, bien, c'est beaucoup plus long et ça demande des soins particuliers. Un point où je trouve que Horreur Liminal tire vraiment son épingle du jeu par rapport aux autres jeux, aux multiples gammes horrifiques, c'est dans la réutilisation du concept de la fragilité psychologique des personnages face à l'horreur qu'ils vivent au quotidien. Je vais prendre, mon but ici n'est pas de critiquer l'appel de Cthulhu, loin de là, j'adore l'appel de Cthulhu, j'aime beaucoup l'appel de Cthulhu, mais c'est plus pour faire une comparaison. Parce que ça demeure un peu en quelque sorte la référence de base lorsqu'on pense à la santé mentale. L'appel de Cthulhu a justement cette santé mentale-là. Les investigateurs, comment est-ce que les investigateurs vont réagir aux horreurs cosmiques qui vont se présenter à eux? Horreur Liminal a une approche différente d'un sujet quand même relativement semblable. À première vue, il y a une certaine ressemblance. Il y a des choses horribles qui vous apparaissent au visage et qui vous font accumuler du stress, qui vous font perdre de la santé mentale, comme dans l'appel de Cthulhu, ou qui viennent impacter vos PP ainsi que votre attribut de contrôle dans Horreur Liminal. Dans Horreur Liminal, comment ça se déroule, c'est que lorsque vous atteignez un certain point de rupture, vous devez faire un jet de contrôle qui se nomme un jet de stress critique. Le test de stress critique, s'il est échoué, eh bien, ça entraîne une forme de conséquence psychologique. Ça implique de lancer sur une table listant une série de peurs et d'attitudes étranges que les personnages peuvent développer à la suite de leur contact avec l'inexplicable. La grande différence entre Horreur Liminal et l'appel de Cthulhu, c'est là où la santé mentale est plus une espèce de spirale descendante vers la folie. Les chutes de Horreur Liminal sont plutôt personnalisées selon le type d'aventure dans lesquelles les personnages se trouvent, et ces chutes-là vont, en quelque sorte, influencer positivement et négativement le personnage. Positivement dans le sens où ça vous permet de grandir face à l'inexplicable, ça vous fait changer, ça peut faire augmenter vos PP, ça peut faire augmenter vos attributs, peut-être vous offrir des sortilèges, vous faire rencontrer des créatures venant d'un autre monde, mais les contre-coups peuvent être horribles aussi. Comme par exemple, vous pourriez faire des cauchemars la nuit, en lien avec ce que vous avez vu durant votre réveil, et que finalement, ces cauchemars-là, bien, ce ne sont pas réellement des cauchemars, mais plus un plan qui est en train de se fissurer dans votre esprit pour laisser place à la création d'un nouveau demi-monde, par exemple. Et éventuellement, ce demi-monde va émerger de votre tête. Je dis ça comme ça, là, même si l'idée est quand même cool, mais c'est pour démontrer que en fait, c'est moins axé sur la santé mentale plus que sur la corruption psychologique. Une corruption qui peut avoir du bon côté comme du mauvais. On est modifié, on est changé face à notre contact avec l'inexplicable, avec les espaces liminaux, mais pas que. Ça peut se personnaliser à toute autre chose, et c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup du jeu, ce sont les chutes. Côté visuel, la version de base, la version par défaut, la première qui est sortie avait surtout des illustrations qui étaient libres de droit, des illustrations encyclopédiques, des espèces de petits PNG transparents qu'on pouvait trouver sur Internet. La version Investigator, qui est comme un peu la version revampée, qui est sortie, qui est le même contenu, mais avec un peu plus de stock, les mêmes règles, ça n'a pas changé, a moins d'images, mais ils ont mis une typographie un peu plus lisible, un peu plus, c'est plus peaufiné, c'est visuellement plus attrayant.
Pour la version française, j'ai utilisé beaucoup d'illustrations venant du domaine public, des illustrations qui viennent de licences partagées. J'ai quelques artistes très talentueux qui ont soit illustré des petits dessins ici et là, et j'ai bien sûr la couverture de Cédric Chaillol qui a été faite, qui a fait un travail d'enfer pour vraiment offrir quelque chose qui, je trouvais, faisait très liminal horreur, mais qui n'était pas non plus une copie parfaite, si on veut, de la version anglaise. C'est personnalisé à la version française. Horreur Liminal est devenu vraiment mon jeu moderne de référence qui me permet vraiment d'émuler tout ce que je veux en matière d'horreur. Même quand je dis moderne, ce n'est pas que moderne, ça peut être historique. J'ai déjà joué de l'horreur liminale au 16e siècle, au 17e siècle, en 1920. Justement, un scénario d'appel de Cthulhu, maintenant je vais le faire avec horreur liminale. Mes scénarios même de Delta Green, je peux les faire avec horreur liminale et je vais le faire aussi. Je trouve qu'il y a l'aspect de la santé mentale est abordé de façon un peu plus intéressante. Sans pour autant non plus être facile. Ce n'est pas comme juste des points positifs. Il y a une certaine complexité, je trouve qu'il y a une certaine nuance dans le concept des chutes et comment celles-ci peuvent venir impacter le quotidien des personnages et comment celles-ci peuvent aussi se personnaliser selon l'aventure. Ce qui rend pour moi ce jeu-là très intéressant. En fait, possiblement pour moi, c'est mon jeu le plus intéressant et le plus important actuellement dans ma collection et c'est pourquoi je me suis penché sur la traduction, l'adaptation en français. Et contrairement à mes vidéos habituelles, je ne termine pas avec mon avis personnel. Je pense que vous le connaissez très bien. C'est selon moi la meilleure boîte à outils qu'il n'y a pas pour émuler un genre horrifique pour des campagnes, des one-shots, des courtes campagnes, des parties initiées des gens. C'est du gros bonbon à mon avis. Et concernant en fait la version française par rapport à la version anglaise, qu'est-ce qu'il y a de différent? Eh bien, la version anglaise la plus récente, c'est-à-dire Investigator, bien qu'il va y avoir une version de luxe qui va sortir prochainement, mais en ayant échangé avec Goblin Archive, avec Nick de Goblin Archive, il n'y a pas tant de différence au niveau du contenu, plus que un peu plus de revampage encore, de plus de mise en page et un peu plus de mise en contexte qui est spécifique à certaines aventures que lui a écrites. Mais concernant la version Investigator et la version française, cette version-ci fait environ 36 pages. La version française fait 116. Pourquoi? Parce que je voulais mettre plus, tout simplement, sans pour autant complexifier le tout. Ça reste aussi simple, mais il y a un peu de tout en plus. Donc, la majorité des tables sont doublées ou triplées. On passe de 20 historiques, 20 background à 100. Il y a plus que le triple de créatures. Il y a des tables supplémentaires sur la localisation d'un sortilège, où est-ce qu'on peut le trouver, sur la façon de tuer des créatures. Il y a un nouveau système de magie, parce que le système de base a été retiré du livre, parce que Nick n'était pas satisfait de celui-ci. Et il y a une toute nouvelle aventure d'introduction qui est à la fin pour initier les gens à l'aventure, initier les gens au jeu plutôt. Une aventure d'introduction qui est spécifique à la version française. Là où je trouve que la différence est la plus notable, c'est aussi que dans les dernières sections du jeu pour la version française, j'ai rajouté plusieurs règles optionnelles qui permettent d'ajouter, de retirer, de changer les mécaniques afin de faire correspondre votre expérience de jeu exactement à ce que vous recherchez. Et c'est pourquoi je dis qu'avant tout, il s'agit d'une adaptation et pas juste d'une traduction. La quantité d'éléments ajoutés est assez considérable et ces éléments-là permettent de définir Horreur Liminal comme un jeu d'horreur moderne au sens large. Et c'est ce qu'il en est à propos du jeu en soi. Horreur Liminal, mon best du best. Je ne sais pas trop comment finir cette section-là autrement que de dire j'espère que vous allez apprécier ça parce qu'au moment où vous écoutez cette vidéo-là à sa sortie publique le 1er octobre 2024, le jeu est disponible gratuitement. Et ça nous amène en fait au second point. La campagne de sous-financement. L'objectif, après la version numérique, c'est d'assurer une version physique du produit. J'ai le goût de prouver qu'en fait, il y a la possibilité de produire un jeu dans la francophonie québécoise, mais que ce jeu-là soit accessible physiquement en Europe et au Québec, de le rendre physique et disponible à l'achat, d'avoir en main ce bouquin, de pouvoir le garder près de votre table de chevet et ainsi de pouvoir aussi attirer une plus grande marge de gens. Parce que beaucoup de personnes sont capables de lire en PDF, mais il y en a beaucoup pour qui c'est un peu on va dire en anglais un deal breaker. C'est une cassure. Pour eux, c'est physique ou rien du tout. J'ai le goût que ça soit aussi un produit qui est disponible au Québec physiquement, alors que parfois c'est un peu plus difficile d'avoir accès à certains ouvrages francophones au Québec. Mais pourquoi le financement? Parce que le financement, on s'entend, des fois ça a un peu
mauvaise presse dans certaines situations, certaines personnes trouvent que ça ne sert à rien ou que ce n'est pas vraiment engageant, eh bien, il y a plusieurs points que j'ai mis sur papier que je vais au moins prendre le temps de vous dire. Parce que déjà de base, il n'y a pas de maison de publication nord-américaine francophone qui veulent prendre en charge ou qui vont pouvoir prendre en charge les différentes dépenses assurant l'impression de ce jeu-là en français physique. Donc, c'est vraiment moi qui s'en occupe. Parce que mon but, justement, c'est de rendre le jeu physique. Parce que l'accessibilité aux produits numériques, c'est un peu une norme par défaut au Québec, pour ce qui est en français, alors que les jeux physiques, eh bien, c'est pas toujours très accessible. Parce que je suis aussi également seul dans le projet. Je vais utiliser les réseaux sociaux de co-critique pour populariser le financement, mais j'ai aucun support en soi financier venant de l'entité directement. Et l'aide que j'ai autour de moi, c'est de l'aide que je vais chercher, que ce soit justement Cédric Chaillol ou encore Cindy Julien qui s'est occupé de la relecture. Parce que je désire aussi remplacer les illustrations génériques à l'intérieur de l'ouvrage par des illustrations d'artistes francophones. Pas de IA ne sera utilisé par le produit, ça c'est non négociable, mais j'ai le goût que ça soit beau. Donc pour ça, il faut que je finance des illustrations. Vous savez, la couverture de Cédric, elle est incroyable. En bon québécois, on dit elle torche. Elle torche. Et j'ai le goût en fait d'avoir d'autres belles illustrations comme ça à l'intérieur. Le produit en soi est déjà complet et achevé. Donc, le financement va surtout servir à assurer l'impression, à débloquer des ajouts mineurs, à financer les illustrations et de possibles redevances. Mais sûr, regarde, je n'y crois pas vraiment. Mais aussi également, je vois le financement comme une opportunité. La chance de pouvoir collaborer avec différentes figures du jeu de rôle horrifique et d'ambiance. Le monde du jeu de rôle indépendant, l'univers des zines, des jeux de rôle, surtout minimaliste, c'est souvent une communauté assez incroyable, je dirais assez prolifique, qui assure une inclusivité, un certain respect, une certaine création commune. C'est un bouillonnement de bonnes idées, d'échanges, de créativité, et c'est une mentalité que j'aimerais beaucoup retrouver davantage dans le monde francophone et encourager de plus en plus. À titre d'exemple, des jeux, des modules, même il y en a un module pour horreur liminale en anglais qui est compatible avec Liminal Horror, mais aussi également un autre système de jeu. Et pourtant, c'est fait ensemble, c'est une collaboration entre deux entités. Et c'est une type d'initiative que je souhaite entretenir avec le temps. C'est ainsi que j'ai pris contact avec plusieurs créatrices et créateurs de jeux avec lesquels j'ai pu échanger depuis les dernières années, à mesure que je passe du temps dans le monde du jeu de rôle. Et j'ai sondé un peu leur intérêt à participer au financement d'Horreur Liminale comme invité. Je vous en dirai pas plus, mais j'ai des gens très cool qui ont dit oui. Des personnes très cool, qui sont très bien implantées, qui ont des super bonnes idées, qui vont mettre un peu leur petite touche personnelle dans le financement pour pouvoir attirer le plus de gens possible. La version à Chrome, celle qui est disponible sur Itch.io présentement, restera gratuite. Il y aura toutefois une option de Pay What You Want, donc payer, faire des dons afin de pouvoir accumuler de l'argent pour bien préparer la campagne de socio-financement. L'ensemble des montants que vous allez donner pour cette version-ci, la version qui est accessible actuellement, eh bien, ça va être conservé pour le financement et rien d'autre, pour assurer que ce dernier soit une réussite. À la suite du financement, il y aura une version qui va tout simplement s'appeler Horreur Liminale et qui va pouvoir être accessible à l'achat en PDF et en version physique. Et c'est ce qui conclut un peu le planning concernant la campagne de financement de Horreur Liminale. Je vais vous en dire plus dans les prochaines semaines, prochains mois, voir comment ça s'enligne. Je suis toujours un peu en retard sur mes objectifs, mais en même temps, c'est un peu ça le monde du jeu de rôle. On fait pas tout ce qu'on veut au moment qu'on le veut. Et maintenant, l'avenir de la gamme. Qu'est-ce que nous offre ou nous propose Horreur Liminale dans un futur pas si lointain? Eh bien entendu, il y a beaucoup de choses qui vont dépendre du succès de la campagne de financement pour la version physique, mais je peux déjà vous dire qu'il y aura un Game Jam, c'est-à-dire une création collaborative de communauté qui va être lancée en fait très prochainement, très prochainement, au moment où cette vidéo-là va sortir. Le Game Jam va être disponible, je crois, 2 ou 3 jours plus tard et il sera actif jusqu'au 31 octobre 2024. Durant cette période-là, vous êtes encouragé à créer, concevoir, publier des choses, des suppléments en lien avec Horreur Liminale. Parce qu'Horreur Liminale, c'est un peu ça aussi, un peu mon cheval de bataille avec ce jeu-là. C'est une licence commune. C'est une licence qui propose en fait une collaboration collective. Vous pouvez créer du stock qui est compatible avec Horreur Liminale. Vous pouvez même le vendre si vous voulez. L'important, c'est de respecter certaines consignes qui sont, par exemple, de s'assurer d'avoir le petit logo de compatibilité dessus, de ne pas inclure tout commentaire haineux, tout propos raciste, sexiste et autre chose que je ne veux absolument pas voir dans un jeu de rôle, on s'entend. Et également d'autres petites choses que je vais préciser dans le
le document approprié lorsque celui-ci sera disponible. Mais ici, il va y avoir un Game Jam. Game Jam qui vous encourage, le premier Game Jam qui se nommera Exhumer l'horreur, pour dire un peu que Horreur Liminale naît de son tombeau, naît de son, on va dire, du cimetière pour aller comme peupler le monde francophone. Et c'est très libre. La thématique libre, vous faites un peu ce que vous faites. L'important, c'est que ça soit compatible avec le jeu en soi. Et comment ça fonctionne par la suite? Eh bien, moi, je fais un concours avec ce Game Jam-là. C'est pas un concours de qualité, dans le sens que c'est pas nécessairement la meilleure personne qui va gagner. C'est un concours de pigeage au hasard. C'est pas ça le bon terme, mais je vais plutôt piger au hasard 3 gagnants qui vont soit se mériter le premier prix, une version physique du jeu que je vais faire imprimer préalablement à la campagne de sous-financement que je vais débourser de mes poches pour que la personne ait accès à une version un peu physique, peut-être même un peu unique et un peu... je ne sais pas à quel point elle va être belle, là, mais une version physique du jeu qu'il va pouvoir avoir un exemplaire qui sera unique à cette personne-là. Les deuxième et troisième prix, eh bien, ils vont pouvoir participer à ce que je nomme la presse posthume. Presse posthume, c'est un peu l'espèce de bannière que je vais utiliser pour publier Horreur Liminale, mais aussi également les autres suppléments qui sont en lien avec le jeu et autres projets connexes. Et Presque Posthume, eh bien, c'est aussi le nom en quelque sorte d'un zine, d'une espèce de zine collaboratif qui va parler des jeux de rôle d'horreur en général, surtout d'horreur liminale, mais aussi de façon plus générique. Et les gagnants, le premier, deuxième et troisième prix, eh bien, leur participation va être à l'intérieur du premier Presque Posthume et les redevances du Presque Posthume, le numéro 0, qui est un peu le lancement de ce zine-là, eh bien, ils vont être redonnés entre les participants, c'est-à-dire moi-même et les 3 autres personnes, le premier, deuxième et troisième prix. Tout ça, c'est choisi au hasard. Il n'y a pas de préférence, il n'y a pas de favoritisme, disons ça ici. Donc, je vous encourage fortement à participer. Pour moi, c'est une belle occasion. En fait, le lancement d'Horreur Liminale, c'est une belle occasion aussi de justement participer à une création collective, de montrer que c'est possible dans la francophonie de plancher là-dessus. Beaucoup de jeux francophones n'ont pas de licence permissive, n'ont pas de licence qui encourage la création commune. Et à dire que j'ai un problème avec ça, je le sais pas, mais il y a quelque chose qui me titille là-dedans. Alors que j'aime beaucoup le fait de pouvoir créer, de pouvoir concevoir, de pouvoir échanger, de pouvoir voir un peu ce que les gens ont fait et que c'est compatible avec un produit que j'ai pu offrir, c'est-à-dire Horreur Liminale en français. Outre ça, eh bien, il y a d'autres suppléments qui sont que j'ai commencé déjà à planifier, à écrire. Les premiers, en fait, le premier qui devrait sortir par la suite. Et si jamais la campagne de sociofinancement est vraiment une victoire totale, c'est possible que je le finance via la campagne de sociofinancement. C'est un supplément qui se nomme Lieux étranges, j'ai oublié le nom précis, mais c'est Lieux étranges et exploration des espaces liminaux. Et c'est une compilation en fait de lieux liminaux plutôt. Des espaces liminaux que vous allez pouvoir utiliser dans vos parties. Et chaque espace aura ses endroits particuliers, ses habitants, ses créatures qui y vivent, mais également aussi ses tables de chute, parce que chaque endroit a un peu sa propre influence sur la psyché et le corps humain. Ça peut vraiment changer d'un endroit à un autre. Par la suite, j'ai une aventure qui se déroule dans le nord du Québec, qui se nomme Rouge Sablon, que j'aimerais bien pouvoir terminer, une espèce d'exploration d'îles désertiques. J'ai un supplément qui se nomme Les Années Folles aussi, que j'aimerais pouvoir terminer, qui est sur un peu le mise en contexte un peu plus classique de 1920 à justement la sauce L'Appel de Cthulhu, mais avec l'utilisation des règles d'horreur liminale. Et j'ai 2-3 autres cochonneries qui devraient éventuellement tomber sur la pile des projets à conclure. Donc voilà, c'est ce qui termine en fait cette vidéo explicative quand même assez longue. Je viens de voir le temps passer sur Horreur Liminale. Tu sais, le jeu pour l'instant en anglais, il y a les 2 livres de base qui sont disponibles bientôt, la version de luxe, mais il y a des aventures qui sont incroyables, qui sont folles raides. Pour vrai, The Mall, qui est une espèce un mélange entre The Thing et un film des années 80 qui se déroule dans un centre d'achat. C'est un gros X-crawl d'exploration de centre d'achat. Et le bureau qui est basé sur un peu X-Files et de Control, qui est aussi excellent. Il y a The Bloom également aussi, qui est un mélange entre Twin Peaks et The Last of Us. Ça se déroule dans une petite ville avec une contamination qui commence à se développer. C'est du gros bonbon, c'est de la grosse qualité et les possibilités sont immense. Quand je dis immense, là, c'est immense. Donc, j'espère pouvoir compter sur votre soutien,
Que ce soit, si jamais vous ne pouvez pas faire de dons, c'est vraiment pas grave, comme je l'ai mentionné, le jeu est gratuit. C'est dans la volonté, dans la mentalité de l'auteur original du jeu. Mais si jamais vous pouvez faire de la promotion, si vous pouvez en parler autour de vous, si vous pouvez partager cette vidéo-là, ça serait très cool. Si jamais vous pouvez en mentionner à des gens que vous pensez qui pourraient être intéressés, qui aiment beaucoup la Belle de Cthulhu, mais qui voudraient tester autre chose, parlez-en parlez-leur-les-en. En tout cas, bref, faites-en mention à ces personnes-là. Et si vous connaissez des gens qui font la promotion, des blogueurs, des youtubeurs qui pourraient être ouverts à vouloir échanger, discuter sur le jeu en soi, eh bien, faites-leur mention également. Ça va me faire plaisir de pouvoir discuter avec eux et évaluer le tout. Je vous tiens au courant pour la suite des choses. Je vous tiens au courant pour le financement, pour les possibilités d'achat, pour l'avenir de la gamme, pour le Game Jam aussi qui s'en vient. Ça, j'étais très, très, très hâte. Et j'espère que vous avez apprécié ça. Je serais curieux d'avoir vos commentaires dans la description de cette vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça vous en contrefichez? Est-ce que pour vous c'est de la merde ou pour vous c'est une belle révélation? Je vous laisse avec ça. Vous pouvez me poser des questions, ça va me faire plaisir de vous répondre. Et pour les autres, on se dit à la prochaine.